Et si la principale force des S23, c'était justement l'aveu d'échec de Samsung? Vous l'avez lu dans nos tests, la QV 2023 des hauts de gamme chez Samsung est excellente. Et l'un de leurs points de force, c'est évidemment les performances. Le S23 comme le S23 Plus ou le S23 Ultra sont tous animés par la même puce, le Snapdragon 8 Gen 2 de l'américain Qualcomm. Plus rapide, plus puissante, mais aussi plus efficiente, elle se place très logiquement au top du game Android actuel. Et un petit peu plus haut encore, vu que Samsung, en bon client, a demandé à Qualcomm de booster légèrement leur puce, notamment en termes de fréquence, pour s'adjuger seule la couronne des performances pour le moment. Et cette puce haut de gamme de chez Qualcomm, on va pas se mentir, elle a longtemps manqué aux smartphones haut de gamme de chez Samsung. Petit historique et petit contexte. Pour vous donner une idée, Samsung est une petite PME qu'on appelle en Corée du Sud un chaebol, c'est-à-dire une entreprise qui touche à énormément de secteurs. L'électronique, vous le savez, mais aussi même les assurances par exemple. Et pour les smartphones, Samsung, à travers ses différentes filiales, produit énormément de composants cruciaux. On a fait nos recherches et Samsung est peut-être le seul constructeur au monde que l'on retrouve aux premières places pour des secteurs comme les écrans, mais aussi les capteurs, les puces, la mémoire flash, le stockage ROM ou l'alimentation. Et côté puce, Samsung a été ambitieux très tôt, avant certains comme Apple ou Huawei, avec le programme Exynos. C'était leurs puces maison qui ont commencé à alimenter le premier Galaxy S, et ce, dès 2010. Le petit twist, c'est que ces puces Exynos, en fait, elles sont disponibles partout dans le monde, sauf dans deux territoires stratégiques pour Samsung, la Corée du Sud et les États-Unis, qui, eux, avaient droit à des puces Qualcomm. Et vous l'avez vu, si vous suivez l'ActuTech comme nous, chaque année, Samsung essaie de clamer haut et fort qu'ils vont enfin prendre la tête du trône et offrir un Exynos à la hauteur de leurs concurrents. Le problème, c'est que ça n'arrive pas et qu'encore plus cruel, plus les années passent et plus Samsung se fait doucement larguer dans la course au haut de gamme. Nos tests le prouvent année après année, les Exynos se placent dans le peloton, mais jamais en tête, qui est trusté par les leaders du marché, c'est-à-dire MediaTek, Qualcomm et Apple, voire même Huawei dans ses bonnes années lorsqu'ils produisaient leur puce Kirin. Du coup, les fans de Galaxy qui voulaient avoir le top du top en France avaient plus que deux solutions. Ou passer par de l'import avec des sites comme Rakuten, ou se tourner vers les deux seules gammes de Galaxy qui embarquaient du Qualcomm Snapdragon en France, c'est-à-dire la série FE ou la série Z avec les Z Flip et les Z Fold. Et cette situation de crise a atteint un peu son paroxysme l'année dernière. Dès 2019, Samsung annonce en grande pompe une alliance avec AMD, le géant des processeurs et des cartes graphiques. Le tout pour créer une puce ultime et surtout une puce qui serait très performante dans la partie graphique. On commence même à parler de ray tracing dans des jeux mobiles. Sur le papier, la collaboration était très excitante. AMD jouissant ces dernières années d'une excellente réputation, que ce soit dans les PC ou les consoles de jeux. Alors, chez les numériques, et peut-être vous, on était plutôt hypé, comme on dit, les premiers mois, et puis on l'a été de moins en moins, et puis on est même devenu inquiet. Que ce soit des reports d'annonces, voire des silences radio, voire des conférences annulées, voire des tweets effacés, voire des disparitions de logos, on s'est demandé si cette Exynos qui devait arriver en 2021 et qui a été repoussée en 2022 allait vraiment tenir ses promesses. Et les résultats, malheureusement, vous le connaissez. Les Exynos 2200 de 2022 étaient corrects dans la partie processeur et assez catastrophiques dans la partie graphique. Comparé au Snapdragon 8 Gen 1 de l'époque, les Exynos 2200 étaient encore plus à la traîne que d'habitude. Est-ce qu'AMD avait mal fait son boulot et ne connaissait pas assez bien les contraintes des puces mobiles? Est-ce que l'intégration, en tout cas avec l'architecture de Samsung, ne s'est pas bien passée? On ne le saura jamais. Mais ça faisait quand même tâche d'offrir des téléphones à la traîne d'un point de vue graphique lorsque l'on vise l'ultra haut de gamme et donc les clients les plus passionnés et surtout les plus exigeants. Du coup, et jusqu'à l'officialisation des spécifications des S23, on se posait la question chez les numériques. Est-ce que Samsung allait abandonner ses rêves de grandeur et rentrer dans le rang, ou est-ce que Samsung allait s'entêter pour essayer de se démarquer? Vous connaissez la conclusion, Samsung a finalement pris la solution de la raison, et désormais tout le monde est en Qualcomm et tout le monde est content, et surtout Qualcomm qui a gagné une bataille avec son plus gros concurrent, mais aussi un de ses meilleurs partenaires. Et Samsung alors? On peut dire qu'effectivement, l'abandon de l'Exynos, c'est un aveu d'échec, c'est clair et net. Mais c'est aussi une victoire pour nous et on salue la décision du géant coréen d'avoir été pragmatique. En mettant sa fierté de côté en faisant machine arrière, Samsung a surtout offert la meilleure solution disponible pour ses clients les plus passionnés. On peut retrouver un cas équivalent notamment chez le meilleur rival de Samsung pour les smartphones, Apple, mais côté ordinateur portable. Au milieu des années 2010, ils avaient tenté d'introduire le Touch Bar OLED. Ils avaient tenté d'offrir une nouvelle technologie de clavier encore plus fine qu'avant et surtout d'avoir des carrosseries aussi, elles, toujours plus fines qu'avant. Résultat, on a eu des MacBook Pro qui avaient une barre OLED très jolie mais qui ne servait pas à grand chose et qui coûtait très cher à fabriquer.
Un clavier que vous connaissez maintenant qui était très sec à la frappe et qui surtout avait des problèmes de fiabilité. Et puis des ordinateurs qui ne pouvaient pas correctement ventiler les puces Intel à l'époque. Qu'a fait Apple finalement? Eh bien, avec leur dernière génération de MacBook Pro, ils sont revenus en arrière. Des ordinateurs plus gros, des claviers à l'ancienne et des touches physiques incroyables. Comme quoi, parfois, on peut avoir beaucoup d'ego, mais savoir écouter ses clients. Pour terminer, on va faire un peu de spéculation après avoir fait un peu l'historique de Samsung. Est-ce que le géant coréen va abandonner à 100% les Exynos? Est-ce qu'ils vont se retrouver dans des milieux ou entrées de gamme? Est-ce que Qualcomm a gagné le game? Eh bien, rien n'est moins sûr. Samsung, encore une fois, assure une grosse partie de ses bénéfices et de ses profits sur sa division chips. Donc les Exynos, c'est important. On sait aussi que beaucoup de constructeurs et beaucoup de marques essaient de sortir de leur dépendance justement à ces fournisseurs d'éléments, comme Qualcomm par exemple. C'est ce que fait par exemple Apple. Je sens, et on prendra les paris, on se donne rendez-vous dans 1 ou 2 ans, que pas tout de suite, mais que l'Exynos, à un moment comme dans un bon film d'horreur, sortira la main de terre pour revenir et aider Samsung à redevenir un concurrent de son meilleur allié Qualcomm. Je ne sais pas si vous avez tout compris. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu pour ce post-test en tout cas. Qu'adviendra-t-il du haut de gamme de Samsung? Est-ce que Qualcomm va continuer à régner de main de maître sur le géant coréen ou est-ce que l'Exynos reviendra dans un retour de la vengeance comme on les aime? En tout cas, n'hésitez pas à aller voir nos tests des S23, S23 Plus et S23 Ultra que l'on qualifie ici en tout cas de magnifiques aveux d'échec.